Ma sœur veut mon héritage. Elle ignore le secret choquant de mon mari. Parfois, la trahison vient de qui on s'y attend le moins, et parfois, la vérité est la meilleure vengeance. Si vous êtes ici, vous avez probablement traversé des moments difficiles dans la vie, peut-être même des situations familiales compliquées comme celle que je m'apprête à partager. Je sais que ce n'est pas facile d'ouvrir son cœur sur ces expériences, mais je crois que lorsque nous partageons nos histoires, d'autres femmes se sentent moins seules. Si ce récit vous touche d'une manière ou d'une autre, merci de laisser un like. Cela m'aide à savoir que je suis sur la bonne voie en partageant ces expériences. Et si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Je promets de toujours parler avec honnêteté des défis que nous affrontons en tant que femmes, mères, sœurs et veuves. Après les funérailles de mon mari, je suis allée à la fête d'anniversaire des 2 ans du fils de ma sœur, et elle a annoncé « Mon fils est le fils de votre mari. Donc, en guise d'héritage, je vais prendre la moitié de votre maison de 2,4 millions de reais. » Elle m'a même montré son testament. J'ai dit « Ah, je vois », et j'ai essayé de retenir mon rire. Je m'appelle Elena, et à 36 ans, je ne m'attendais jamais à devenir veuve. Il y a 3 mois, j'ai perdu Ricardo, mon mari depuis 12 ans, à cause d'un anévrisme soudain. Seulement quelques jours après les funérailles, je me suis traînée jusqu'à la fête d'anniversaire des 2 ans de mon neveu Matteux, où ma sœur Fernanda a lâché une bombe. Elle a annoncé que Matteux était en réalité le fils de Ricardo, montrant un testament à tout le monde et réclamant la moitié de ma maison de 2,4 millions de reais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est pourquoi j'arrivais à peine à retenir mon rire. Si vous regardez ceci d'un endroit où les drames familiaux vous affectent personnellement, prenez un moment pour liker et vous abonner. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment j'ai géré ce qui a suivi. Ricardo et moi nous sommes rencontrés il y a 13 ans lors d'une vente aux enchères caritatives pour les enfants atteints de cancer. J'étais bénévole, aidant à organiser les lots de l'enchère silencieuse, quand il a fait une offre plus élevée que tous les autres sur une peinture que j'avais admirée toute la soirée. C'était une aquarelle de l'horizon de Rio de Janeiro au coucher du soleil, des oranges et des violets vibrants se fondant au-dessus de la baie. Après avoir gagné, il est venu directement vers moi et me l'a offerte. « J'ai remarqué que vous la regardiez toute la soirée », dit-il avec un sourire qui plissait ses yeux bruns au coin. « Je pense qu'elle vous appartient. » C'était ça, Ricardo, attentionné, observateur et généreux sans limite. Je suis tombée amoureuse éperdument et rapidement. Nous avons eu notre premier rendez-vous le lendemain soir, et c'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il était avocat d'affaires, brillant mais humble, le genre d'homme qui se souvenait du nom des serveurs et posait des questions sincères sur leur vie. 6 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage au port, avec le véritable horizon reflétant la peinture qui nous avait unis. Nous avons acheté notre maison victorienne à Copacabana peu après notre premier anniversaire de mariage. Ce fut un effort financier de 2,4 millions de reais. Mais Ricardo venait d'être promu associé dans son cabinet et je construisais une solide réputation comme décoratrice d'intérieur. La maison avait besoin de rénovation, mais elle avait une bonne structure, de hauts plafonds et un petit jardin à l'arrière où j'imaginais de futurs enfants jouer. Ces enfants ne sont jamais venus, non par manque d'essais. Pendant des années, nous avons suivi des calendriers, planifiés et espérés. Puis sont venus les médecins, les examens, les procédures, 4 cycles de FIV qui ont épuisé nos économies et notre morale. Je me souviens encore de la dernière tentative infructueuse, du voyage silencieux de retour de la clinique, Ricardo tendant la main par-dessus la console pour tenir la mienne. Aucun de nous ne parlait parce que nous savions que c'était la fin de ce chemin. Nous pouvons encore avoir une belle vie, dit Ricardo ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre véranda. Toi et moi, c'est suffisant. Et il le pensait vraiment. Lentement, nous avons reconstruit nos rêves. Nous avons voyagé. Nous avons investi dans nos carrières. Nous avons rénové la maison pièce par pièce jusqu'à ce qu'elle devienne la maison de rêve que j'avais toujours imaginée. Ricardo a soutenu mon entreprise quand j'ai décidé d'ouvrir ma propre agence de décoration d'intérieur. Notre vie était complète, bien que différente de ce que nous avions initialement planifié. Ma sœur cadette, Fernanda, avait toujours été en périphérie de notre bonheur. De 4 ans ma cadette, à 32 ans, elle avait toujours été l'enfant à problème de la famille. Alors que j'étudiais le design et construisais une entreprise, elle passait d'emploi en emploi, de relation en relation. Nos parents s'inquiétaient constamment pour elle, ce qui se traduisait par des excuses pour son comportement et des sauvetages financiers répétés. Fernanda et moi avions une relation compliquée depuis l'enfance. Elle était indéniablement belle, avec ce genre de charme naturel qui attirait les gens vers elle, mais il y avait toujours un courant sous-jacent de compétition de sa part. Si j'obtenais quelque chose, elle devait faire mieux. Quand j'ai commencé à sortir avec Ricardo, elle s'est soudain intéressée aux étudiants en droit. Quand nous avons acheté notre maison,
Elle s'est plainte pendant des mois de son appartement, cherchant que nos parents l'aident à déménager vers quelque chose de mieux. C'était épuisant, mais Ricardo m'encourageait à maintenir la relation. C'est ta seule sœur, me rappelait-il. La famille, c'est important. Il y a 2 ans, Fernanda a commencé à sortir avec Gabriel, un barman qu'elle avait rencontré lors d'une fête entre amis. Il était beau d'une manière rustique, avec des tatouages couvrant ses bras et une moto que nos parents désapprouvaient. La relation semblait volatile de l'extérieur, avec des ruptures dramatiques et des réconciliations passionnées. Puis est venue l'annonce de la grossesse pendant le dîner de Thanksgiving, l'année avant la mort de Ricardo. C'était, au minimum, inattendu. Je me conformais aux attentes de la société, et pourtant la voilà qui annonçait sa grossesse avec des larmes théâtrales et des déclarations sur le miracle de la vie. J'ai ressenti le pincement familier de la jalousie. Après toutes nos luttes, toute notre souffrance, Fernanda avait accidentellement obtenu ce que nous désirions désespérément. Mais j'ai refoulé ses sentiments. J'étais sincèrement heureuse pour elle et j'étais déterminée à être la meilleure tante possible pour son enfant. Matteux est né en bonne santé, pesant 3,2 kg. J'étais à l'hôpital avec des fleurs et une couverture faite main que j'avais mis des mois à tricoter. Fernanda semblait dépassée par la maternité dès le début, m'appelant fréquemment en pleurant à cause des coliques de Matteux ou de son épuisement. J'intervenais autant que je pouvais, m'occupant parfois de Matteux pendant la nuit pour qu'elle puisse dormir. Ricardo était moins impliqué avec Matteux que moi. Rétrospectivement, je pensais que c'était dû à nos propres luttes. Contre l'infertilité, qu'il pouvait être douloureux pour lui de s'attacher à un bébé qui n'était pas le nôtre. Il était toujours gentil quand Fernanda amenait Matteux, mais il gardait une certaine distance que je n'ai jamais questionnée à l'époque. Puis est venu ce terrible matin de mardi. Ricardo s'est plaint de maux de tête avant de partir au travail. J'ai suggéré qu'il reste à la maison, mais il avait une réunion importante avec un client. Juste une migraine, a-t-il insisté, m'embrassant pour me dire au revoir. Je t'appelle après la réunion. Cet appel n'est jamais venu. À la place, j'en ai reçu un de l'hôpital. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Anévrisme cérébral. Ils ont dit que rien n'aurait pu être fait. Il avait 38 ans. Les jours suivants se sont passés dans un flou d'arrangement et de deuil. Fernanda était étrangement absente pendant la plupart de cette période, envoyant des messages prétextant que Matteux était malade ou qu'elle ne trouvait pas de baby-sitter. Quand elle est apparue aux funérailles, elle est restée brièvement, se tenant à distance et partant avant la réception. J'étais trop anesthésiée par la douleur pour y penser sur le moment. Une semaine après avoir enterré Ricardo, arriva le 2e anniversaire de Matteux. La dernière chose que je voulais faire était d'assister à une fête d'anniversaire d'enfant, mais les obligations familiales m'ont poussée à y aller. Ricardo aurait voulu que tu y ailles, insistait ma mère lors d'un de ses appels quotidiens. Il disait toujours que la famille passe en premier. Alors je me suis retrouvée à conduire jusqu'à la petite maison louée de Fernanda dans un quartier moins chic de la ville, un cadeau emballé sur le siège passager et des cernes qu'aucun correcteur ne pouvait cacher. J'avais à peine dormi depuis la mort de Ricardo, passant des nuits à regarder le côté vide du lit, cherchant une chaleur qui n'était plus là. Je me suis garée derrière une file de voitures et j'ai respiré profondément plusieurs fois avant de prendre le cadeau et de me diriger vers l'intérieur. Personne ne devrait avoir à feindre le bonheur si peu de temps après avoir perdu son mari, ai-je pensé, mais j'ai affiché un sourire et j'ai frappé à la porte. L'amie de Fernanda, Marina, a ouvert, ses yeux s'écarquillant légèrement en me voyant. « Oh, Elena, tu as réussi à venir », dit-elle, la voix étrangement tendue. Elle a regardé par-dessus son épaule avant de s'écarter. « Entre. Tout le monde est dans le jardin. » La petite maison était décorée avec des ballons bleus et des serpentins. Une bannière, joyeux 2e anniversaire Matteux, s'étendait sur le mur du salon. J'ai remarqué un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas rassemblées dans la cuisine, chuchotant. Elles se sont tues quand je suis passée, leurs yeux me suivant. Dans le jardin, d'autres invités se réunissaient en petits groupes, des gobelets en plastique à la main. J'ai aperçu mes parents assis inconfortablement à une table de pique-nique, ayant l'air mal à l'aise. Mon père s'est levé quand il m'a vu, le soulagement se lisant sur son visage. « Elena, dit-il en m'embrassant. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. » Bien sûr que je suis venue, ai-je répondu en posant le cadeau sur la table désignée. Où est l'enfant qui fête son anniversaire? Avec Fernanda, dit ma mère sans vraiment croiser mes yeux. Elle devrait sortir bientôt pour le gâteau. J'ai circulé maladroitement, acceptant les condoléances et évitant les questions sur comment je m'en sortais. Tout le monde semblait nerveux, les conversations s'arrêtant brusquement quand je m'approchais. J'ai attribué cela aux gens ne sachant pas comment se comporter avec une veuve récente. Après 30 minutes inconfortables,
Fernanda est sortie de la maison, portant Matteux sur sa hanche. Elle portait une robe neuve que je n'avais jamais vue auparavant, ses cheveux fraîchement méchés. Matteux était adorable dans une petite chemise boutonnée et un nœud papillon, ses petites jambes potelées s'agitant d'excitation avec toute cette attention. Fernanda m'a à peine remarqué en installant Matteux dans sa chaise haute. Elle semblait pleine d'énergie, presque euphorique, se déplaçant dans le jardin avec une confiance inhabituelle. Les invités ont tapé une cuillère contre leur verre, demandant l'attention de tous. « Merci à tous d'être venus célébrer la journée spéciale de Matteux », commença-t-elle, sa voix portant dans le jardin. Cette dernière année a été pleine de surprises et de défis, comme beaucoup d'entre vous le savent. Les invités échangèrent des regards. Ma mère s'intéressa soudain beaucoup à ses chaussures. « J'ai gardé un secret », continua Fernanda en posant sa main sur la tête de Matteux. « Un secret que je ne peux plus cacher, surtout après les événements récents. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Matteux n'est pas le fils de Gabriel », annonça-t-elle, ses yeux rencontrant les miens à travers le jardin. « Il est le fils de Ricardo. » Le monde sembla s'arrêter. J'entendais des halètements autour de moi. Je sentais mon père se raidir à côté de moi. Mais tout cela n'était que du bruit de fond comparé au bourdonnement dans mes oreilles. « Le mari d'Elena et moi avons une liaison brève il y a 2 ans, continua Fernanda, sa voix ferme et répétée. C'était une erreur, un moment de faiblesse pour nous deux. Nous n'avons jamais voulu blesser personne, mais ces choses arrivent. Je suis restée figée, incapable de traiter ce que j'entendais. Ma sœur prétendait avoir couché avec mon mari, que son fils, le neveu dont je m'étais occupée avec affection, était en réalité le fils de Ricardo. C'était si absurde que j'ai failli rire à voix haute. Fernanda n'avait pas terminé. Elle sortit de son sac un document plié. Ricardo connaissait la vérité sur Matteux. Avant de mourir, il a mis à jour son testament. Elle brandit le papier. Il voulait que son fils soit protégé financièrement. Ce testament stipule que la moitié de la maison que Ricardo et Elena possédaient doit revenir à Matteux comme son fils biologique. Tous les yeux du jardin se tournèrent vers moi. Je pouvais voir la pitié, la curiosité morbide, le malaise. Mes parents semblaient terrifiés. Mon père à moitié debout comme s'il ne savait pas s'il devait intervenir. Et puis, à la surprise de tous, y compris la mienne, j'ai senti un sourire se former sur mes lèvres. Pas un sourire heureux, mais le genre qui vient quand quelque chose est si outrageusement faux que cela devient presque comique. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, essayant de retenir le rire inapproprié qui bouillonnait en moi. « Ah, je vois », dis-je finalement, ma voix calme et contrôlée. J'ai pris une gorgée d'eau pour gagner du temps, pour refouler l'envie de rire au visage de ma sœur. « Puis-je voir ce testament, Fernanda ?» Son expression confiante vacilla légèrement. Elle ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Lentement, elle s'approcha et me tendit le document, une page tapée à la machine avec ce qui semblait être la signature de Ricardo en bas. J'ai examiné rapidement, notant immédiatement des incohérences. Le langage formel était complètement incorrect. Rien de semblable au document juridique que j'avais vu Ricardo ramener à la maison. Et la signature, bien que similaire à celle de Ricardo, était clairement un faux. Le trait de liaison entre le R et le I était faux. La floriture finale était trop prononcée. J'ai soigneusement plié le papier et le lui ai rendu. Merci de partager cela avec moi. Je pense que je dois partir maintenant. C'est tout ? Demanda Fernanda, la confusion évidente dans sa voix. Tu ne vas rien dire d'autre ? Pas maintenant, répondis-je calmement en prenant mon sac. C'est le jour de Matteux. Nous pouvons discuter de cela en privé plus tard. J'ai dit au revoir à mes parents perplexes, promettant d'appeler bientôt. En marchant vers ma voiture, je pouvais entendre les murmures derrière moi, l'atmosphère festive complètement brisée. Une fois dans ma voiture, loin des regards, j'ai finalement laissé échapper le rire qui menaçait de sortir. Il a commencé petit, puis a grandi jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage. Pas des larmes de joie, mais un étrange mélange de douleur, de colère et d'incrédulité face à l'audace de ma sœur. Parce qu'il y avait quelque chose que Fernanda ne savait pas, quelque chose que Ricardo et moi n'avions jamais partagé avec personne. Quelque chose qui rendait son mensonge élaboré non seulement douloureux, mais impossible. La vérité sur Ricardo et Fernanda avait commencé il y a 3 ans, bien avant même que Matteux soit conçu. Nous avions invité ma sœur à dîner pour célébrer son nouvel emploi dans une agence de marketing, son emploi le plus long à ce jour. Ricardo avait préparé ses fameuses lasagnes et nous avions ouvert une bonne bouteille de vin. Ce fut une soirée agréable jusqu'à ce que je m'excuse pour prendre un appel professionnel d'un client ayant une urgence de design. L'appel dura plus longtemps que prévu,
presque 20 minutes à conseiller un client fortuné sur comment accrocher une œuvre d'art. Quand je suis revenu dans la salle à manger, l'ambiance avait changé. Ricardo semblait mal à l'aise et Fernanda était assise beaucoup plus près de lui que quand j'étais parti, sa main sur son bras, riant de quelque chose que je n'avais pas entendu. Je n'y ai pas pensé sur le moment. Fernanda avait toujours été affectueuse et le vin avait coulé librement. Mais plus tard cette nuit-là, alors que nous nous préparions pour dormir, Ricardo semblait perturbé. « Il y a quelque chose que je dois te dire », dit-il assis au bord de notre lit. « Et je ne veux pas que cela cause des problèmes entre toi et ta sœur, mais je ne veux pas non plus te cacher des secrets. » Il m'expliqua que pendant que j'étais au téléphone, Fernanda lui avait fait des avances. Rien de dramatique, juste des commentaires inappropriés sur la chance que j'avais de la voir, suivis d'une suggestion qu'il méritait quelqu'un qui pourrait vraiment l'apprécier. Quand il l'a rejetée, elle a ri en disant que c'était une plaisanterie, qu'il était trop sensible s'il pensait qu'elle était sérieuse. J'étais blessée, mais pas complètement surprise. Fernanda poussait toujours les limites. Nous avons décidé de laisser passer, considérant cela comme un incident isolé causé par le vin et sa nature compétitive habituelle. Mais ce n'était pas isolé. Dans les mois qui suivirent, Fernanda trouvait des moyens de toucher Ricardo chaque fois que je ne regardais pas, envoyait des messages qui frôlaient la ligne entre amical et flirt, et une fois est apparue à son bureau sans y être invitée, demandant de déjeuner. À chaque fois, Ricardo maintenait des limites fermes mais gentilles et me le disait immédiatement après. Après l'incident du bureau, nous avons confronté nos parents sur le comportement de Fernanda. Cela ne s'est pas bien passé. Ils ont suggéré que Ricardo interprétait mal des gestes amicaux, et que Fernanda le voyait simplement comme un frère. Ma mère a même suggéré, avec de bonnes intentions mais un jugement terrible, que peut-être Ricardo se sentait flatté par l'attention et exagérait la situation. Cette nuit-là, Ricardo et moi avons pris une décision. Nous allions créer de la distance avec Fernanda sans causer une rupture familiale. Nous refusions les invitations qu'il incluait. Nous nous assurions de ne jamais être seuls avec elle, et Ricardo bloqua son numéro sur son téléphone après qu'elle ait envoyé un message particulièrement suggestif tard dans la nuit. Puis surgit le problème médical qui changea tout. Ricardo souffrait depuis des semaines avant de finalement consulter un urologue. Le diagnostic était une varicocèle, une dilatation des veines dans le scrotum nécessitant une chirurgie. L'opération s'est bien passée, mais il y eut une complication. Le médecin recommanda une vasectomie pendant la même chirurgie en raison de l'étendue de la varicocèle et du potentiel de récidive. Ce fut une décision difficile, surtout considérant nos problèmes de fertilité passés, mais nous avons convenu que c'était le bon choix pour la santé de Ricardo. La vasectomie fut réalisée 2 ans avant la conception de Matteux. Nous avons gardé cette information médicale privée. Même nos parents ne le savaient pas. Après des années de questions indiscrètes sur notre absence d'enfant, nous avions appris à protéger notre vie privée concernant les questions reproductives. Les seules personnes qui savaient étaient Ricardo, moi et les médecins de Ricardo. Après l'opération, pendant que Ricardo récupérait, il fit une prédiction qui semblait paranoïaque à l'époque. « Fernanda n'a pas fini », dit-il, assis dans notre jardin avec un sac de glace discrètement positionné. « J'ai le pressentiment qu'elle pourrait essayer quelque chose de plus radical un jour. » J'ai ri à l'époque. La semaine suivante, il prit rendez-vous avec notre avocat de famille, Dr Silva. Je suis allé avec lui, écoutant Ricardo détailler le comportement de Fernanda et sa récente procédure médicale. Dr Silva recommanda de tout documenter, les avances non désirées, les dossiers médicaux confirmant la vasectomie, jusqu'aux messages et emails de Fernanda. On ne sait jamais ce qui peut devenir pertinent, conseilla-t-il. Mieux vaut avoir des documents et ne jamais en avoir besoin que de souhaiter les avoir plus tard. Nous avons suivi son conseil, créant un dossier de tout ce qui concernait la situation. Ricardo a aussi mis à jour son testament correctement par les voies officielles, s'assurant que tout me revienne en cas de décès. Docteur Silva gardait des copies de tous les documents, et nous avons mis les originaux dans un coffre à notre banque. Juste par précaution, dit Ricardo quand nous avons fermé le coffre. Bien que je planifie être là pour gérer les drames de Fernanda pendant au moins 50 ans de plus. Le matin suivant la fête d'anniversaire de Matteux, je suis allé directement à la banque. Le gérant, qui connaissait Ricardo et moi depuis des années, présenta ses condoléances en me conduisant à la chambre du coffre. Je me suis assise seule dans la petite salle de consultation et j'ai ouvert le coffre que Ricardo et moi avions rempli avec ce qu'il appelait en plaisantant notre « kit de préparation aux catastrophes ». À l'intérieur se trouvait exactement ce dont j'avais besoin. Le testament légitime de Ricardo, notarié et correctement exécuté, me léguant tout. Les dossiers médicaux détaillant sa vasectomie 2 ans avant la conception de Matteux, rendant biologiquement impossible qu'il soit le père.
Un journal que Ricardo avait tenu documentant chaque interaction inappropriée avec Fernanda, incluant date, heure et citation exacte. Des copies imprimées des messages qu'elle lui avait envoyés. Une lettre de notre avocat confirmant qu'il avait été témoin du testament légitime de Ricardo et qu'il était disponible pour vérifier son authenticité. Et au fond de la boîte, une enveloppe scellée avec mon nom écrit dans l'écriture familière de Ricardo. Avec des doigts tremblants, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. Astérisque ma chère Elena, astérisque astérisque si tu lis ceci, c'est parce que quelque chose m'est arrivé et que tu as dû accéder à ces documents. J'espère que ce sera dans de nombreuses années, quand nous serons vieux et gris et que les méfaits de Fernanda ne seront plus qu'un souvenir lointain dont nous rirons. Astérisque astérisque mais si ce n'est pas le cas, si le pire est arrivé et qu'elle a essayé de te faire du mal en mon absence, sache que j'ai essayé de me préparer à toute éventualité. Utilise ces documents pour te protéger. Astérisque astérisque je sais combien tu valorises la famille, comme tu es loyal envers ceux que tu aimes, mais tu mérites d'être protégé de ceux qui profiteraient de ce cœur magnifique qui est le tien. Astérisque astérisque je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps. Quoi qu'il arrive, sache cela. Astérisque astérisque Ricardo astérisque des larmes coulaient sur mon visage en lisant ces mots, sentant son amour et sa protection m'atteindre même après la mort. Mon mari pratique et attentionné avait anticipé cela. Peut-être pas le scénario spécifique, mais la possibilité que Fernanda essaie d'utiliser sa mort à son avantage. J'ai soigneusement remis tout dans la boîte, sauf ce dont j'avais besoin, des copies des dossiers médicaux, du testament légitime et quelques extraits du journal. Puis j'ai appelé Dr Silva et pris rendez-vous pour cet après-midi. Le cabinet d'avocat de Dr Silva se trouvait dans une maison coloniale convertie du centre historique de Rio, le genre d'endroit qui respirait la fortune ancienne et la discrétion. Je n'y étais allé que quelques fois avec Ricardo, mais la réceptionniste me reconnut immédiatement, son expression s'adoucissant de sympathie. « Madame Andrade », dit-elle en se levant pour me saluer. « Docteur Silva vous attend. Veuillez accepter mes condoléances pour votre perte. » Docteur Silva avait la soixantaine, des cheveux argentés et des lunettes de lecture perchées sur le bout du nez. Il avait été le mentor de Ricardo quand celui-ci avait rejoint le cabinet et ils avaient maintenu une amitié proche même après que Ricardo ait changé de pratique. Il se leva quand j'entrai, contournant son bureau pour m'embrasser brièvement. « Elena » dit-il en m'invitant à m'asseoir. J'ai été dévasté d'apprendre pour Ricardo. C'était un des bons. Il l'était, ai-je acquiescé, la voix légèrement voilée. Et il semble qu'il avait aussi raison de se préparer au pire avec ma sœur. J'ai expliqué ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire, lui montrant le faux testament que Fernanda avait présenté. Docteur Silva l'examina, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « C'est un faux amateur », dit-il finalement. Le langage est complètement incorrect, et la signature, bien que similaire, ne résisterait jamais à une analyse d'expert. Mais le fait qu'elle ait créé ceci est profondément troublant. Je lui ai montré les documents du coffre, les dossiers médicaux confirmant la vasectomie de Ricardo, le testament légitime et le journal de Ricardo documentant le comportement de Fernanda au fil des années. Ricardo était méticuleux, c'est le moins qu'on puisse dire, dit Dr Silva en examinant les documents. Ces dossiers médicaux à eux seuls réfutent sa revendication sur la paternité de Matteux. La vasectomie a été réalisée 2 ans avant la conception de l'enfant. Il est biologiquement impossible que Ricardo soit le père. Que dois-je faire ? Demandai-je. Je ne veux pas l'humilier publiquement, mais je ne peux pas la laisser prendre la moitié de notre maison basée sur un mensonge. Docteur Silva s'adossa à sa chaise, réfléchissant. D'abord, nous avons besoin de plus d'informations. Je recommande d'engager un détective privé pour enquêter sur la situation actuelle de Fernanda. Il y a probablement une motivation au-delà de la simple cruauté ici. Les gens tentent rarement une fraude de cette nature sans pression financière. Il recommanda Carlos Santos, un ex-détective de police qui travaillait maintenant comme détective privé, souvent sur des affaires pour le cabinet. J'ai accepté et Dr Silva a passé l'appel immédiatement, expliquant la situation en grandes lignes. Carlos est arrivé 1 heure plus tard, un homme trapu avec une attitude pragmatique. Il a pris des notes détaillées pendant que j'expliquais la situation, posant des questions pertinentes sur l'historique des relations de Fernanda, son emploi et sa situation financière. J'ai réalisé à quel point je savais peu de choses sur les circonstances actuelles de ma sœur. Nous nous étions éloignés depuis la naissance de Matteux, mes tentatives de m'impliquer comme tante étant fréquemment rejetées ou considérées comme acquises. J'aurai besoin de quelques jours, dit Carlos quand j'eus terminé. Mon attention préliminaire portera sur sa situation financière et la relation avec le vrai père de l'enfant. Y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire sur lui ? J'ai partagé le peu que je savais sur Gabriel, le barman avec qui Fernanda sortait quand elle est tombée enceinte.
Je ne l'avais rencontré que quelques fois et il semblait peu intéressé par les réunions de famille. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ils étaient encore ensemble, mais elle le mentionne rarement maintenant, dis-je. Il n'était pas à la fête hier, ce que j'ai trouvé étrange pour le père du garçon dont on célébrait l'anniversaire. Carlos hocha la tête, prenant une autre note. C'est un bon point de départ. Je vous recontacterai bientôt. 3 jours plus tard, Carlos appela pour demander une réunion au cabinet de Dr Silva. Quand j'arrivai, les 2 hommes examinaient des documents étalés sur la table de conférence. Madame Andrade, commença Carlos une fois que nous nous sommes assis, j'ai découvert des informations préoccupantes sur la situation de votre sœur. Selon son enquête, Fernanda était dans une situation financière désastreuse. Elle avait accumulé plus de 180 000 reais de dettes réparties entre cartes de crédit, prêts personnels et factures médicales de Matteux, qui avait dû subir une chirurgie pour un défaut cardiaque peu après sa naissance. Son score de crédit était désastreux et elle avait été refusée pour 3 prêts supplémentaires rien que le mois dernier. Elle est aussi menacée d'expulsion, continua Carlos en glissant un document sur la table. Ceci est une copie de l'avis que son propriétaire a déposé la semaine dernière. Elle a jusqu'à la fin du mois pour payer 4 mois de loyer en retard ou quitter les lieux. Quant à Gabriel, il avait apparemment abandonné Fernanda et Matteux peu après la naissance, déménageant à Sao Paulo avec une nouvelle petite amie. Il payait une pension alimentaire minimale, seulement 500 reais par mois, et même cela irrégulièrement. J'ai aussi trouvé ceci, dit Carlos en produisant des impressions de messages. Elle parle à des amis de son plan de revendiquer une partie de votre maison depuis des semaines. Ce sont des messages entre elle et une amie nommée Carla. Je reconnus le nom de la femme qui avait ouvert la porte à la fête. Les messages étaient incriminants. Astérisque, la mort de Ricardo est terrible, mais c'est peut-être enfin ma chance d'obtenir ce que je mérite. Cette maison vaut au moins 2,4 millions de reais maintenant. Si je joue bien mes cartes, j'aurai une belle somme pour Matteux et moi. Astérisque, astérisque, le testament est presque prêt. Mon ami Bruno est doué avec Photoshop et a trouvé un échantillon de la signature de Ricardo en ligne d'une vente aux enchères caritatives. Ça paraît totalement authentique. Astérisque, astérisque, Elena a toujours été la fille parfaite. Il est temps que j'obtienne ma part. Elle a eu 12 ans avec un gars incroyable. Le moins qu'elle puisse faire, c'est partager la richesse maintenant qu'il est parti. Astérisque, je me suis senti physiquement malade en lisant la froideur calculée des mots de ma sœur. Ce n'était pas seulement de l'opportunisme, c'était de la fraude préméditée conçue pour capitaliser sur ma douleur. Il y a plus, dit Carlos doucement. J'ai fait une vérification d'antécédents de Gabriel Costa, le vrai père. Il a un historique d'accusation de violence domestique d'une relation précédente et a actuellement un mandat d'arrêt pour pension alimentaire non payée pour un autre enfant au Minas-Gerais. Ce n'est pas quelqu'un que vous voudriez près de votre neveu. Je suis restée assise en silence, sonnée, essayant d'assimiler tout cela. Ma sœur n'était pas seulement désespérée. Elle était prête à détruire la réputation de Ricardo et notre mariage pour résoudre ses problèmes financiers, et son choix de partenaire avait mis Matteux dans une situation potentiellement dangereuse. Que dois-je faire avec tout cela ? Demandai-je, regardant alternativement Dr Silva et Carlos. Je ne peux pas simplement exposer tout cela publiquement. Matteux est innocent dans tout cela. Il est encore mon neveu. Dr Silva enleva ses lunettes, se frottant le nez. Vous avez plusieurs options, Elena. Nous pourrions poursuivre Fernanda pour tentative de fraude et falsification. Cela résulterait probablement en sanctions pénales pour elle, peut-être même la prison considérant la valeur impliquée. Ou, continua-t-il, voyant ma détresse, nous pourrions traiter cela en privé. La confronter avec les preuves, exiger qu'elle retire ses allégations et potentiellement trouver un accord qui vous protège vous et l'enfant. Je suis sorti de la réunion le cœur lourd et un dossier plein de preuves. Ce soir-là, j'ai appelé ma thérapeute, Dr Laetitia Fernandez, que je consultais depuis la mort de Ricardo, et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Dans son bureau calme rempli de plantes, j'ai déversé toute la situation. Je suis tellement en colère que je peux à peine voir clair, admis-je. Mais Matteux n'est qu'un bébé. Rien de tout cela n'est de sa faute. Et malgré tout, Fernanda est encore ma sœur. Docteur. Fernandez écouta attentivement, posant des questions occasionnelles sur ma relation avec Fernanda tout au long de nos vies. Il semble que ce modèle de compétition et de manipulation existe depuis l'enfance, observa-t-elle. La situation actuelle est une escalade, pas une anomalie. Que feriez-vous ? Demandai-je désespérément. Je ne peux pas vous dire quelle décision prendre, répondit-elle, mais je dirais que la compassion ne signifie pas permettre d'être victime.
Vous pouvez être bonne tout en établissant des limites fermes et des conséquences. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'un plan d'action. Je confronterai Fernanda en privé avec toutes les preuves, lui offrant un choix. Faire face aux conséquences légales potentielles pour sa fraude ou accepter un compromis qui répondrait aux besoins de Matteux, tout en exigeant d'elle une certaine responsabilité. Avec une détermination renouvelée, j'ai appelé Fernanda le matin suivant. « Nous devons parler du testament », dis-je quand elle répondit. « Peux-tu venir chez moi demain après-midi ? Juste toi, sans Matteux. »« Je savais que tu finirais par accepter, » répondit-elle, sonnant présomptueuse. « Je serai là à 14 heures. » J'ai passé la matinée à me préparer pour la visite de Fernanda, organisant les documents dans un ordre logique et installant un équipement d'enregistrement sur les conseils de Dr Silva. Sao Paulo exige le consentement des deux parties, m'avait-il averti. Donc vous ne pouvez pas l'enregistrer secrètement, mais vous pouvez demander la permission au début de la conversation en présentant cela comme un moyen de s'assurer que vous avez toutes les deux un enregistrement de tout accord conclu. À 14 heures pile, la sonnette retentit. J'ai respiré profondément, me recomposant avant d'ouvrir la porte. Fernanda était sur la véranda, paraissant soignée dans une tenue neuve, sa confiance évidente dans sa posture. « Entre » dis-je, la conduisant au salon où j'avais installé 2 chaises face à face, une table basse entre elles avec un enregistreur, des verres d'eau et un dossier de documents. « J'espère que ça ne te dérange pas si nous enregistrons notre conversation. Cela semble prudent étant donné la nature légale de ce dont nous discutons. » Fernanda hésita seulement un instant avant d'accepter. « Bien sûr, ce qui te met à l'aise, bien que je pense que ce peut être assez simple. Le testament est clair. » J'ai allumé l'enregistreur, indiquant la date et l'heure et confirmant le consentement de Fernanda à être enregistrée. Puis je me suis assise, étudiant le visage de ma sœur. « Avant de discuter du testament, j'aimerais comprendre exactement ce que tu prétends qui s'est passé entre toi et Ricardo. » Fernanda se lança dans une histoire bien répétée sur une prétendue liaison il y a 2 ans. Selon sa version, elle et Ricardo s'étaient rapprochés pendant une période où lui et moi avions des problèmes. Elle prétendait qu'ils s'étaient rencontrés plusieurs fois dans un hôtel du centre-ville, que Ricardo avait confessé son malheur dans notre mariage, et que Matteux avait été conçu pendant ces rencontres. « Il avait toujours eu l'intention de te le dire, » dit-elle, les yeux écarquillés de sincérité étudiée. Mais alors Matteux est né avec le défaut cardiaque et il ne voulait pas ajouter de stress à la situation. Il a promis qu'il prendrait soin de son fils. J'ai écouté sans interrompre, notant les incohérences dans la chronologie et les détails qui contredisaient ce que je savais de l'emploi du temps de Ricardo pendant cette période. Quand elle a terminé, j'ai commencé à poser des questions. « Dans quel hôtel vous rencontriez-vous » demandai-je. « Hôtel Fasano » répondit-elle rapidement. « Et quelle chambre, tu te souviens » Elle hésita légèrement. C'était à un étage élevé. Je ne me souviens pas du numéro exact. « Quel jour de la semaine vous rencontriez-vous généralement » Les mardis, parfois les jeudis. Quand il te disait qu'il travaillait tard. J'ai continué avec des questions de plus en plus spécifiques. Que commandait généralement Ricardo au room service? De quel côté du lit préférait-il dormir? Prenait-il sa douche avant ou après? Des détails que seul quelqu'un qui avait vraiment été intime avec Ricardo saurait. Fernanda devenait de plus en plus nerveuse, ses réponses devenant vagues ou contradictoires. « Pourquoi tout cela importe-t-il » explosa-t-elle finalement. « Le fait est que Matteux est le fils de Ricardo, et le testament prouve que Ricardo voulait prendre soin de lui. » En fait, dis-je calmement en ouvrant mon dossier, les 2 allégations sont manifestement fausses. J'ai posé les dossiers médicaux sur la table entre nous. 2 ans avant la conception de Matteux, Ricardo a subi une vasectomie après une chirurgie pour varicocèle. Elle a été complètement réussie, confirmée par des examens de suivi. Il était physiquement impossible pour lui de procréer un enfant après cette procédure. Le visage de Fernanda perdit toute couleur. Elle prit les dossiers médicaux avec des mains tremblantes, examinant le langage clinique et les dates. « Ceux-ci peuvent être faux, » dit-elle faiblement. « Ils ne le sont pas, » répondis-je, et le médecin de Ricardo est prêt à témoigner de leur authenticité si nécessaire. Mais ce n'est que le début. Ensuite, j'ai produit le testament légitime, notarié et correctement archivé au tribunal. Ceci est le vrai testament de Ricardo, préparé par Dr Silva et attesté par 2 associés de son cabinet. Comme vous pouvez le voir, il me lègue tout sans aucune mention de Matteux. La confiance de Fernanda se désintégra visiblement, mais elle essaya de se reprendre. Il a dû changer après que celui-ci ait été rédigé. Le testament que j'ai est plus récent. Le testament que vous avez, dis-je d'un ton mesuré,
est un faux, et un mauvais en plus. Docteur. Silva a déjà identifié de multiples incohérences légales dans le langage, et la signature est clairement fausse. Créer un faux testament est un crime à Sao Paulo, punissable jusqu'à 5 ans de prison. J'ai continué à présenter méthodiquement les preuves, le journal de Ricardo documentant ses avances inappropriées, les messages entre elle et Carla discutant du plan, et finalement le rapport d'enquête de Carlos détaillant ses problèmes financiers, l'avis d'expulsion et l'abandon de Gabriel. Nous savons tout, Fernanda, dis-je alors qu'elle restait assise en silence, sonnée. La question maintenant est ce qui va se passer. Pendant un long moment, elle ne parla pas. Puis, à ma grande surprise, elle commença à pleurer. Pas les larmes théâtrales que je l'avais vue utiliser pour manipuler nos parents, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Je ne savais pas quoi faire d'autre, dit-elle finalement entre les sanglots. Je vais me retrouver à la rue. Matteux et moi serons à la rue dans 2 semaines. Gabriel nous a laissés sans rien. Les factures médicales n'arrêtent pas d'arriver. J'ai pensé que si je pouvais juste obtenir un peu d'argent de la maison. Alors tu as décidé de détruire la réputation de Ricardo ? Demandai-je, ma voix durcissant. Dire à tout le monde qu'il m'avait trompé, falsifier des documents légaux. J'étais désespérée, cria-t-elle. Sa tristesse se transforma en colère. Tu as tout. Cette grande maison, une entreprise prospère, le respect de tous. Qu'est-ce que j'ai ? Un bébé avec un défaut cardiaque, 180 000 reais de dette et un avis d'expulsion. Essaie de prendre de bonnes décisions dans cette situation. Son explosion resta suspendue dans l'air entre nous. L'honnêteté brute de ses mots, dépouillée de la manipulation et des mensonges, toucha quelque chose en moi. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être la compréhension. Matteux est le fils de Gabriel, n'est-ce pas ? Demandai-je plus doucement. Elle hocha la tête en s'essuyant les yeux. Oui. Ricardo ne m'a jamais touché comme ça. J'ai essayé avec lui il y a des années. Il me rejetait toujours immédiatement. Il était agaçant loyal envers toi. Et le testament ? Mon ami Bruno m'a aidé à le créer. Il travaille dans le design graphique et pensait qu'il serait facile de falsifier une signature. J'allais l'utiliser pour te faire pression pour me donner de l'argent. Je n'ai jamais pensé que tu enquêterais si profondément. J'ai éteint l'enregistreur et me suis assise, réfléchissant à ma prochaine action. Fernanda me regardait nerveusement, attendant clairement le pire. Je pourrais porter plainte, dis-je finalement. Ce que tu as fait n'était pas seulement illégal, sans mentionner cruel et calculé. Elle hocha la tête misérablement. Je sais. Mais cela ferait du mal à Matteux, continuai-je. Et malgré tout, il est mon neveu. Je l'aime. Je me suis penchée en avant, m'assurant qu'elle me regardait directement. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas dire la vérité à tous, que tu as menti sur la liaison, que Matteux n'est pas le fils de Ricardo, et que tu as falsifié le testament. Tu vas t'excuser publiquement auprès de moi et de la mémoire de Ricardo. Et ensuite, demanda-t-elle, sa voix faible. Nous serons quand même expulsés. Je n'ai pas fini, dis-je. En échange de ta confession complète et d'un accord légal de ne jamais plus essayer quelque chose comme ça, je vais t'aider toi et Matteux. Pas en donnant la moitié de ma maison, mais en créant un fonds fiduciaire pour l'éducation et les besoins médicaux de Matteux, et en t'aidant à trouver un logement stable. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi ferais-tu ça après ce que j'ai fait? Pas pour toi, dis-je honnêtement. Pour Matteux. Et parce que Ricardo aurait voulu que j'aide son neveu, même si la mère de ce neveu a essayé de détruire sa réputation. Il y aura des conditions, continuai-je. Tu feras de la thérapie et du conseil financier. Tu garderas un emploi stable et tu me permettras de faire partie de la vie de Matteux pour m'assurer qu'il soit bien soigné. Si tu violes une de ces conditions, le soutien s'arrête immédiatement. Fernanda resta silencieuse pendant un long moment, assimilant tout. Je ne mérite pas ton aide, dit-elle finalement. Non, acquiesçai-je, tu ne la mérites pas. Mais Matteux mérite un foyer stable et des soins médicaux. Et je mérite que la mémoire de mon mari ne soit pas ternie. Cette solution nous donne à toutes les deux ce dont nous avons besoin. Après une discussion plus détaillée, Fernanda accepta mes conditions. Nous rencontrerions Dr Silva le lendemain pour formaliser l'accord, et elle ferait sa confession publique lors d'un dîner de famille le week-end suivant. En la reconduisant à la porte, elle s'arrêta. « Je suis vraiment désolée, Elena. J'ai été jalouse de toi toute ma vie. Tout semblait toujours si facile pour toi. »« Rien dans ma vie n'a été facile, » répondis-je. « Tu ne t'es juste jamais donné la peine de regarder au-delà de la surface. Il est peut-être temps de commencer. »
Le dîner de famille que j'ai organisé pour samedi soir était tendu dès le début. Mes parents sont arrivés tôt, ma mère apportant ses lasagnes spéciales comme offrande de paix. Je ne sais pas de quoi il s'agit, dit-elle en posant le plat sur mon comptoir. Mais Fernanda nous a appelés en pleurant, disant que tu la forces à venir à une sorte de réunion de famille. Attendez que tout s'arrive, répondis-je en lui servant un verre de vin. Cela doit être abordé une fois pour toutes avec tout le monde présent. À 19 heures, nous étions tous assis autour de ma table à manger. Mes parents, Fernanda, Matteux était avec une baby-sitter, et moi. Docteur. Silva m'avait conseillé d'enregistrer cette conversation aussi, et un petit enregistreur était au centre de la table. Merci à tous d'être venus, commençai-je après avoir expliqué l'enregistrement. J'ai demandé à Fernanda de partager des informations importantes avec vous. Fernanda semblait mal à l'aise, sa confiance habituelle ayant disparu. Elle fixa son assiette en parlant. J'ai menti sur le fait que Matteux soit le fils de Ricardo, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ricardo et moi n'avons jamais eu de liaison. Matteux est le fils de Gabriel, et j'ai falsifié le testament que j'ai montré à la fête d'anniversaire. Mes parents la regardèrent choqués. Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille? Demanda mon père. As-tu idée de ce que cette allégation a fait à ta sœur? À la réputation de Ricardo? Fernanda expliqua sa situation financière désespérée, sa voix gagnant en force alors qu'elle détaillait les dettes croissantes, l'abandon de Gabriel et l'avis d'expulsion. Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir l'expression de ma mère passer du choc à la sympathie. « Oh, chérie, dit-elle quand Fernanda eut terminé. Pourquoi n'es-tu pas simplement venue demander notre aide? Tu n'avais pas besoin d'inventer des mensonges si terribles. Vous m'auriez donné 1,2 million de reais? Demanda Fernanda directement. Parce que c'est ce que j'aurais obtenu si mon plan avait fonctionné. La moitié de la valeur de la maison d'Elena. Bien sûr que nous ne pourrions pas te donner ce genre d'argent, dit mon père, mais aider avec le loyer, au moins temporairement. Au lieu de cela, tu as choisi d'essayer de tromper ta propre sœur alors qu'elle était en deuil de son mari. Je sais que c'était mal, admit Fernanda. Elena me l'a déjà fait abondamment comprendre. Elle a des preuves pour me poursuivre si elle le voulait. Ma mère se tourna vers moi, alarmée. Tu ne ferais pas ça à ta propre sœur, n'est-ce pas, Elena? J'ai senti un éclair de frustration face à sa défense immédiate de Fernanda. Même maintenant. Je pourrais, dis-je fermement. Ce qu'elle a fait n'était pas seulement immoral, mais illégal. La falsification et la fraude sont des crimes. Mais c'est la famille, insista ma mère. Et elle a Matteux à considérer. Je suis aussi de la famille, répondis-je, ma voix s'élevant légèrement. Votre fille aussi, celle qui vient de perdre son mari et a ensuite dû défendre sa mémoire contre de fausses accusations d'infidélité. Où était votre préoccupation pour moi dans tout cela? Mon père semblait mal à l'aise, se remuant sur sa chaise. Bien sûr que nous nous soucions de toi, Elena, mais Fernanda a toujours eu besoin de plus d'aide, plus de guidance. Et de qui est-ce la faute? Demandai-je. Vous l'avez tirée de ses mauvaises décisions toute sa vie. Peut-être que si vous l'aviez laissée affronter les conséquences de temps en temps, elle n'aurait pas escaladé vers un comportement criminel. Ma mère se fâcha. Ce n'est pas juste, Elena. Nous vous avons toujours traité toutes les deux également. Fernanda, étonnamment, secoua la tête. Non, maman, ce n'est pas vrai. Elena a raison. Vous avez toujours trouvé des excuses pour moi, toujours trouvé des moyens de réparer mes erreurs. Cela ne m'a pas aidé. Cela m'a juste fait penser que je pouvais faire ce que je voulais sans conséquence. Mes parents semblaient abasourdis par cette admission. Pour la première fois peut-être, Fernanda assumait la responsabilité au lieu de rejeter la faute. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda papa, nous regardant alternativement. Fernanda va-t-elle en prison? Non, dis-je. J'ai décidé de ne pas poursuivre sous certaines conditions. J'ai expliqué l'accord que Fernanda et moi avions conclu avec l'aide de Dr Silva, le fonds fiduciaire pour Matteux, les exigences de thérapie et de conseils financiers, et la condition d'emploi stable. C'est très généreux, dit mon père, paraissant soulagé. Surtout après ce qu'elle a fait. C'est plus que généreux, acquiesça Fernanda doucement. C'est plus que je ne mérite. Eh bien, dit ma mère en se ressaisissant, tout se résout pour le mieux alors. Fernanda s'est excusée, Elena aide avec Matteux, et nous pouvons laisser cette chose désagréable derrière nous. Ce n'est pas si simple, maman, dis-je fermement. La confiance a été brisée ici. La guérison va prendre du temps, si elle arrive, et il va falloir des limites à l'avenir. Quel genre de limites? Demanda-t-elle, paraissant inquiète.
Pour commencer, j'ai besoin que vous cessiez tous les deux d'endosser le comportement de Fernanda. Fini les sauvetages, fini les excuses. Elle doit se débrouiller seule avec un soutien approprié qui ne perpétue pas la dépendance. Mon père hocha lentement la tête. Cela semble raisonnable. Et j'ai besoin que vous respectiez le fait que ma relation avec Fernanda sera différente maintenant. Je suis impliquée dans la vie de Matteux parce que je l'aime et que je veux le meilleur pour lui. Mais Fernanda et moi ne serons pas proches comme avant. Au moins pas pour longtemps. Ma mère semblait affligée. Mais nous sommes une famille. Nous devons rester unis, surtout maintenant. Être une famille ne signifie pas tolérer l'abus, maman, dis-je doucement. Ce que Fernanda a fait était abusif. Elle a essayé d'utiliser ma douleur pour me manipuler, pour profiter de moi au moment où j'étais le plus vulnérable. Cela a des conséquences, même dans une famille. Le reste du dîner fut sobre, mes parents assimilant cette nouvelle réalité. Quand ils partirent, mon père m'embrassa fort, chuchotant « Je suis fier de toi, Elena. » Ricardo le serait aussi. Ma mère m'embrassa aussi, mais ses yeux étaient déjà tristes, pleurant la dynamique familiale idéalisée qu'elle avait toujours prétendu que nous avions. Fernanda fut la dernière à partir. À la porte, elle hésita. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle encore. Pas seulement pour le testament et les mensonges, mais pour tout. Pour les années de compétition et de jalousie, pour ne pas avoir été la sœur que tu méritais. Je le sais, répondis-je, et j'espère que la thérapie t'aidera à comprendre pourquoi tu as fait ces choix. Matteux mérite une mère émotionnellement saine et honnête. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? J'ai considéré soigneusement la question. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, mais je suis prête à voir où ce nouveau chemin nous mène. Pour le bien de Matteux, et peut-être un jour pour le nôtre aussi. 1 an après la mort de Ricardo, j'étais dans notre jardin, observant les bulbes de printemps percer le sol. Les narcisses que Ricardo avait plantés l'automne précédent fleurissaient, une explosion de jaune sur la pelouse fraîchement verte. J'ai ressenti un pincement en les voyant, sachant qu'il les avait mis en terre avec l'espoir de les voir fleurir. Tant de choses avaient changé en 1 an. Le fonds fiduciaire pour Matteux était établi et aidait déjà à couvrir ses besoins médicaux continus. Son défaut cardiaque, bien qu'exigeant une surveillance, répondait bien au traitement et il devenait un enfant joyeux et curieux. Fernanda avait surpris tout le monde en acceptant sincèrement les conditions de notre accord. 6 mois de thérapie l'avaient aidé à reconnaître des schémas de comportement qui remontaient à l'enfance, le besoin constant de rivaliser avec moi, l'autosabotage qui avait caractérisé beaucoup de ses décisions. Elle avait trouvé un emploi stable comme gestionnaire de cabinet dans un cabinet dentaire, un travail qui lui donnait stabilité et avantages sociaux. Notre relation restait formelle mais cordiale. Je voyais Matteux régulièrement, l'emmenant se promener au parc ou au musée des enfants. Fernanda et moi ne prétendions pas être proches, mais nous avions trouvé un moyen de coexister paisiblement pour le bien de Matteux. Mes parents avaient eu des difficultés au début avec les nouvelles limites que j'avais établies. Ma mère en particulier avait trouvé difficile d'accepter que ses filles n'auraient pas la relation proche qu'elle avait toujours imaginée. Mais avec le temps, ils s'étaient aussi adaptés, apprenant à soutenir Fernanda sans perpétuer sa dépendance. Quant à moi, le groupe de soutien au deuil auquel je m'étais jointe peu après la mort de Ricardo était devenu une bouée de sauvetage. 12 étrangers unis par la perte étaient devenus des amis, se comprenant d'une façon que même la famille et les amis bien intentionnés ne pouvaient pas. 3 mois après la confrontation avec Fernanda, j'avais créé la Fondation Ricardo Andrade pour l'éducation juridique, offrant des bourses aux étudiants défavorisés intéressés par le droit des affaires. Cela me donnait un but de voir l'héritage de Ricardo continuer dans les carrières de jeunes avocats idéalistes qui n'auraient peut-être jamais eu la chance d'entrer dans la profession. De vieux amis s'étaient manifestés de façon que je n'aurais jamais pu anticiper. Les associés de Ricardo demandaient régulièrement de mes nouvelles, m'invitant à des dîners et événements, s'assurant que je ne reste pas isolée dans ma douleur. Ma collègue d'université, Anna, venait de Brasilia chaque mois juste pour passer des week-ends avec moi, parfois ne faisant rien de plus que regarder des films et commander à manger. Et puis, il y avait Polo. Je l'ai rencontré lors d'une collecte de fonds pour la fondation, 6 mois après la mort de Ricardo. Il était professeur d'éthique à la PUC Rio, réfléchi et gentil avec un sens de l'humour discret qui me rappelait Ricardo à certains égards. Nous avons commencé comme amis, partageant un café après les réunions de la fondation, puis progressant graduellement vers des dîners occasionnels. C'était différent de ce que j'avais avec Ricardo, comme ça devrait l'être. Polo comprenait que Ricardo ferait toujours partie de ma vie, qu'aimer à nouveau ne signifiait pas remplacer ce qui était venu avant. Nous y allions doucement, tous deux prudents mais pleins d'espoir. Debout dans le jardin ce matin de printemps, j'ai réfléchi à tout ce que Ricardo m'avait enseigné,
non seulement pendant nos années ensemble, mais même après son départ. Sa prévoyance en préparant ses documents m'avait protégée quand j'étais le plus vulnérable. Ses entrées dans le journal avaient validé mes expériences avec Fernanda quand mes propres parents essayaient de les ignorer. Son amour continuait de me protéger même en son absence. J'avais appris des leçons difficiles à travers cette épreuve, que les relations familiales ont besoin de limites claires pour rester saines. Que la documentation n'est pas seulement une précaution légale, mais parfois une nécessité émotionnelle. Que le pardon ne doit pas signifier l'oubli ou permettre que des schémas nuisibles continuent. Que parfois les gens dont nous attendons qu'ils nous protègent sont ceux dont nous avons besoin d'être protégés. Mais j'avais aussi appris sur ma propre force. J'avais affronté la trahison de Fernanda, navigué les complexités légales et pris des décisions difficiles sur comment avancer, tout en traitant la perte dévastatrice de mon mari. J'avais trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Ricardo tout en commençant à construire une nouvelle vie pour moi. Les narcisses se balançaient dans la brise printanière, résistant après le long hiver. J'ai pensé que le deuil est comme ça aussi. Pas une ligne droite, mais une série de saisons, chacune apportant ses propres défis et beautés inattendues. Je n'étais pas la même personne qu'avant la mort de Ricardo, avant la trahison de Fernanda. J'étais plus forte à certains égards, plus prudente à d'autres, mais finalement plus authentique dans mon approche des relations et des limites. Parfois les trahisons les plus douloureuses nous obligent à trouver une force que nous ne savions pas avoir, dis-je doucement au jardin que Ricardo aimait tant. Tu ne pouvais pas savoir ce qui arriverait après ton départ, mais tu m'as d'une certaine façon préparé à y faire face. Et de cette façon, ton amour me protège encore. En me retournant pour entrer, j'ai ressenti un sentiment de paix qui avait été absent si longtemps. Pas parce que la douleur avait disparu, elle ne disparaîtrait jamais complètement, mais parce que j'avais trouvé un moyen de la porter à côté de l'espoir pour l'avenir. Ricardo m'avait fait ce cadeau, m'enseignant que l'amour perdure même quand la personne s'en va, que la préparation et l'honnêteté sont des actes de soin profonds. S'il y a une chose que je partagerai avec quiconque fait face à une trahison au sein de sa famille, c'est ceci. Protégez-vous à la fois avec des documents et avec des limites. Les gens qui vous aiment vraiment respecteront ces limites, et ceux qui ne les respectent pas n'ont jamais été sûrs pour vous en premier lieu. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous. Bonne chance. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, et je veux que vous sachiez que raconter cette histoire n'a pas été facile pour moi. Mais si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, si elle vous a donné la force d'établir des limites nécessaires, ou si elle vous a simplement fait sentir moins seul dans vos propres luttes, alors chaque mot en valait la peine. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de tout cela. Laissez un commentaire me disant si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou comment vous géreriez une situation comme celle-ci. Et si vous connaissez une femme qui a besoin d'entendre cette histoire, qui traverse peut-être des conflits familiaux ou a besoin de courage pour se défendre, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls fait toute la différence. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus pour moi que vous n'imaginez.